Toute l'actualité du football avec SFR Foot. Vingtième journée du championnat, c'est la dernière avant la trêve. Monaco, le leader, reçoit Montpellier, le dernier. Lyon est aussi à domicile, mais face à Metz. Nantes reçoit Bastia. Saint-Etienne est en déplacement à Nancy. Strasbourg 3 et Sedan Le Havre ont été reportés. Puis au programme, il y a également une rencontre explosive à Marseille entre l'OM et Lens. Bonsoir, les footballeurs de l'élite sont en vacances depuis un petit peu plus d'un quart d'heure. Ils ont disputé le dernier match avant la trêve. Dernier rencontre dans un championnat plus serré que jamais. Auxerre et Bordeaux hier se sont rapprochés des premiers. Lyon tentera de reprendre la deuxième place. Monaco un petit peu de marge sur le PSG. Nous verrons cela en fin d'émission, car nous allons filer tout de suite à Marseille, où se disputait l'une des rencontres les plus attendues de la soirée, plus en raison du contexte que du classement. D'ailleurs, cette rencontre, bien sûr, c'est Marseille-Lens. La semaine a été particulièrement difficile sur la Canebière, où les supporters n'ont pas digéré l'humiliation subie à Saint-Etienne. Vous vous souvenez de cette image terrible, les quarts de supporters de l'OM qui quittent le stade Geoffroy-Guichard au milieu du match, alors que les Olympiens sont en train de boire la tasse. Au cours de la semaine, quelques joueurs ont été agressés verbalement par certains supporters qui s'en sont également pris aux voitures des Olympiens. Bref, le match de ce soir se disputait dans un contexte très lourd. Philippe Bruet, vous êtes en direct du stade Vélodrome. La première question qu'on a envie de vous poser concerne justement l'ambiance ce soir à Marseille. Comment les joueurs ont-ils été accueillis lorsqu'ils sont arrivés au stade, Philippe ? L'ambiance était tendue, c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà le genre d'affiche qui était placardé sur tous les murs, sur tous les ascenseurs du stade Vélodrome ce soir. Les supporters, vous le savez, sont donc fâchés avec leurs joueurs. Ils ont mis un communiqué signé par 8 groupes de supporters jusqu'à nouvel ordre. Donc pas d'encouragement et pas d'animation ce soir. Regardez le compte à rebours à 19h34. Le stade se remplissait tout doucement. Il y avait à ce moment-là 19 000 spectateurs. Et au moment de l'arrivée des Olympiens, des cris et des sifflets qui sont venus accueillir les joueurs de l'Olympique de Marseille. Vous ne méritez que notre mépris et notre silence. C'est l'une des grandes banderoles que les joueurs ont pu découvrir ce soir, Hervé, au moment où ici même, avec les Lensois, ils pénétraient à quelques secondes du coup d'envoi pour ce match entre l'OM et Lens. Alors Philippe, on vient de parler donc des Marseillais. N'oublions pas les Lensois. Eux aussi sont dans une situation inconfortable, hein. Ils étaient avant cette rencontre tout simplement relégables. Oui, les Lensois, eux, avaient joué mardi dernier contre Nantes à Bollaert et ils avaient dans les dernières secondes, les dernières minutes face à Alain Caviglia et au Nantais perdu encore des points très importants. Des Lensois, on va découvrir tout de suite les deux équipes maintenant dans le match. Des Lensois qui étaient très diminués ce soir. C'est Galtier qui remplaçait Casoni. Casoni est suspendu pour 3 matchs côté de l'Olympique de Marseille. Et l'ambiance est créée, vous l'avez entendu, par les 1000 Lensois ce soir. Écoutez, regardez ces images, mais écoutez l'ambiance des premières minutes. Et pourtant, ce geste était magnifique de la part de Bakayoko. Quelques applaudissements, c'est vrai, mais ils étaient 49 000 ce soir. La plupart des supporters, pour l'instant, sont muets du côté de l'Olympique de Marseille. Marseille qui pousse, qui veut essayer de déclencher ce match avec Robert Pires, une première occasion. Et ce ballon est dans le petit filet. Bien évidemment, Bernard Casoni, vous vous en doutez, a demandé à ses joueurs de pousser, d'entrer pour essayer de mettre à mal ces Lensois qui doutent également et pour essayer de faire pencher le ballon et la balance du bon côté. Pires encore avec un nouveau corner dans le premier quart d'heure pour les joueurs de l'Olympique de Marseille, où il n'y a pas ce soir Maurice, pas Dugarry non plus, pas Berizzo. Et c'est une occasion avec Dalmat. Un ballon qui passe largement, 50 cm au-dessus de la transversale des buts de Guillaume Varmuz. Voilà, Thierry Burgalère qui est dans le quart, qui est en train de diriger la suite des opérations dans ce vestiaire. On vous montrera d'autres images avec cette frappe. Celle-là, elle est belle. Et voilà, ce qu'espérait Casoni. Eh bien, c'est Montenegro qui reprend ce ballon et qui, cette fois, l'envoie hors de portée du gardien lensois. La frappe de Montenegro est parfaite. Il avait joué à 4 reprises depuis le début de la saison, le jeune Argentin. 180 minutes de jeu en première division. C'est donc son premier but.
avec un ballon convoité par Roll. Cyril Roll, qui est né ici dans le Vaucluse, pas loin d'ici, va se faire sanctionner une première fois. Madame Perron-Labbé a bien raison. Roll, lui, a tort de rouspéter et Monsieur Lermite va lui adresser donc un carton jaune pour contestation. François Brisson, le président Martel sont inquiets car eux, ils voulaient tenir au moins la première demi-heure. Eh bien, pour l'instant, les Olympiens essayent de se relancer alors que là, Monsieur Lermite va devoir intervenir une seconde fois. Et pour qui? Pour Cyril Roll. 2 cartons jaunes à 4 minutes d'intervalle. Et c'est donc le rouge qui oblige Cyril Roll à regagner prématurément les vestiaires. Il reste donc 15 minutes dans cette première période et toute la deuxième mi-temps à tenir à 10 contre 11 pour des Lensois qui vont certainement être réprimandés au moment où ils regagnent les vestiaires pour la pause. On va repartir tout de suite en deuxième mi-temps car les Lensois n'ont pratiquement rien monté dans la première mi-temps. On joue depuis 3 minutes dans cette deuxième période. Un ballon qui est travaillé par Corridon, qui s'échappe, qui arrive à donner quelques soucis à la défense marseillaise. Et regardez, à l'issue de cette occasion, c'est William Gallas qui vient marquer contre son camp. Il y avait Job tout près des filets, mais William Gallas, c'est bien lui qui trompe Stéphane Porato. Tout l'avantage que face aux Lensois, les Olympiens avaient réussi à conserver dans la première partie de ce match, eh bien cet avantage est anéanti, un partout. Le doute pour Gallas sur ce centre de Eric Sicora. Voilà donc des Lensois à 10 contre 11 qui se relancent dans cette partie. Regardez aussi la détresse de Porato. On va demander à Montenegro, l'Argentin, de sortir pour lancer Kaba Diawara. Diawara va rentrer du côté des joueurs de Casoni et de Galtier. Gallas pour une nouvelle montée. On est au milieu de la deuxième période. Le temps presse déjà pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Dalmat, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il passe et cette fois il va frapper. Varmuz est battu. Mais ce ballon vient effleurer simplement la base du poteau droit du gardien lensois. Dalmat, c'est l'un des joueurs qui pousse le plus en ce milieu de deuxième période avec Pires du côté des joueurs de l'Olympique de Marseille. Nouveau coup franc, nouveau ballon aérien. Gallas est monté à son tour et Gallas qui réclame un corner et qui va se fâcher auprès de monsieur Patrick Lermite, l'arbitre. On va revoir ce ballon donné par Dalmat et le duel aérien entre William Gallas et Guillaume Varmuz. Voilà, un face-à-face presque physique. Personne n'a voulu céder, mais Pérez a séparé les deux hommes et tout est rentré dans l'ordre. Casoni à gauche avec son tiki-walkie. Les informations arrivent dans l'oreille de Galtier, mais c'est un ballon encore lensois. Dégagement Varmuz. Dans l'entrejeu des Lensois qui se font prendre maintenant. Brando qui récupère et qui veut relancer l'Olympique de Marseille avec le rush de Bakayoko qui est accroché sur le banc et dans les tribunes. Bien évidemment on proteste. Monsieur Lermite fait signe qu'il n'y a rien. Il ne donnera rien et pourtant ce maillot blanc est bien accroché par Eric Sicora. Les premiers fumigènes à 20 minutes de la fin de cette partie. Des supporters mécontents qui bombardent le but de Stéphane Porato. Brando et les Olympiens ne se découragent pas pour autant. Ils essayent de relancer, version offensive. Pires qui frappe. Et encore un ballon du capitaine Robert Pires qui passe assez largement au-dessus du cadre. Corner à suivre. Dalmat. Le ballon est repoussé par les Lensois, redonné par les Marseillais pour qui Pires encore, mais qui est gêné. Et Robert Pires s'en veut car ça ne passe pas. Mais le temps lui file et passe très vite. Il reste 10 minutes à jouer. Ballon pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Gallas est monté une nouvelle fois. Blondeau. Robert Pires qui essaye face à Queudreux de passer. Monsieur Lermite fait signe de jouer. Queudreux lève le pouce. Le doute pour Robert Pires. Et regardez bien cette image au ralenti. Le ballon est passé. Et ensuite, le tibia gauche de Robert Pires semble accroché. Monsieur l'arbitre fait signe de jouer. Il reste 2 minutes dans ce match. Là aussi, on joue. Il n'y a pas hors-jeu. Ballon pour les Lensois. Le centre. La reprise est repoussée par Porato. Mais but de Queudreux à 2 minutes de la fin. Ce sont les Lensois qui mènent maintenant, toujours à 10 contre 11, mais qui mènent 2-1. Le cauchemar tant redouté par les joueurs de l'Olympique de Marseille vient de tomber, ce cauchemar. Et bien évidemment la réaction, la colère des supporters marseillais. Certains sont même fâchés au-delà de l'entendement. Les CRS doivent intervenir pendant quelques secondes.
la détresse de Gallas et tout le monde rentre très très rapidement au vestiaire, car on vous l'a dit, Hervé, eh bien, si tout cela était tendu avant le match, vous imaginez ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que du côté des supporters de l'Olympique de Marseille, eh bien, on a très très mal pris ce qui s'est passé ce soir, et notamment dans les dernières minutes de la partie. Victoire donc des Lensois 2-1 ici au stade Vélodrome. Merci Philippe. Je précise que si Bernard Casoni était dans les tribunes, c'est parce qu'il était suspendu suite à une expulsion lorsqu'il était entraîneur de l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille. Alors, on l'a vu, Philippe, le public a très mal pris les choses. Est-ce qu'il continue à mal le prendre? On peut le supposer. On va retrouver, je crois, Vincent Alix, donc, qui est en dehors du stade. Vincent Alix qui est donc en liaison. Je crois qu'il est juste derrière la tribune dans laquelle vous vous trouvez. Vincent. Est-ce que Vincent Alix nous entend? Alors Vincent Alix est en train de chausser son casque. Voilà, il nous entend, tu nous entends Vincent? Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement derrière le stade Vélodrome, entre le parking finalement et les vestiaires? Écoutez, on est dans le couloir des vestiaires, tout près du vestiaire marseillais, évidemment. Dans le vestiaire marseillais, c'est très pesant et on peut le comprendre aisément. Bernard Casoni devrait sortir dans quelques minutes. Les joueurs ont commencé à sortir et à se diriger. On va essayer de regarder ce qui se passe. Au fond du couloir là-bas, les joueurs sont dans cette petite salle et essayent de sortir. En fait, il y a quelques incidents, mais assez loin. C'est un peu plus loin sur le boulevard Michelet. Pour l'instant, la situation est sous contrôle, comme on dit. Mais c'est vrai qu'il risque d'y avoir des incidents peut-être un peu plus sérieux dans le quart d'heure, la demi-heure qui va venir. Et bien sûr, on vous rappelle pour vous raconter tout ça. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour du côté du vestiaire lensois. C'était il y a à peine 10 minutes pour connaître la réaction du président Gervais Martel. Évidemment, elle est différente de celle des Marseillais. C'est une victoire qui va permettre au Racing Club de Lens de partir en vacances l'esprit serein. On écoute le président lensois. Gervais Martel, est-ce qu'on peut dire que le Racing Club de Lens part en vacances l'esprit serein après ce qui s'est passé ce soir ici à Marseille? C'est sûr qu'on part en vacances l'esprit meilleur qu'au bout de la première mi-temps, parce qu'on était mené à 0, on joue à 10 et bon, je crois que les joueurs sont accrochés en seconde mi-temps et pour essayer de revenir. Bon, après il faut un peu de réussite, c'est ce qu'on a eu ce soir. Mais bon, c'est vrai que c'est un résultat pour nous inespéré. On est de se faire battre par Nantes sur notre terrain, donc on avait à cœur de venir prendre au moins un point ici à l'OM. On en prend 3. Bon, je crois que c'est bon pour préparer la deuxième partie de saison. C'était un match très particulier, on l'a senti, dans une ambiance très particulière. Est-ce qu'on peut dire que le Racing a su profiter de ce contexte? C'est marrant parce qu'en première mi-temps, nos joueurs ne sont pas bien rentrés dans le match. Alors que bon, il y avait pas de bruit du public, il y avait une équipe marseillaise qui me semblait un peu fébrile. Puis on est mieux rentré lorsqu'on était mené à 1-0. C'est un peu le paradoxe de Lens cette saison, qui réagit après être mené. Bon, puis il faut reconnaître qu'en seconde mi-temps à 10, ils sont défoncés. Et je crois qu'on a vu 10 joueurs qui ont envie de faire un résultat et on était récompensés. Bon, moi je trouve que c'est un peu dommage pour l'Olympique de Marseille, parce que l'Olympique de Marseille c'est un club qu'on aime bien. Bon, on va voir les incidents comme j'ai vu à la fin du match. Je crois que dans toute chose, comme dans la victoire, comme dans la défaite, il faut toujours garder tête froide et l'OM va revenir de toute façon. On a retrouvé Robert Pires et les joueurs de l'Olympique de Marseille qui sont en train de quitter les vestiaires et le stade. Hervé, Robert, on vous a vu votre mine, on hésitait presque à vous demander une réaction. Quelle est la vôtre? Nouvelle déception, parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que c'est pas facile, c'est même difficile. Maintenant, sur le match, c'est dommage parce qu'on avait fait vraiment ce qu'il fallait. Il y avait une volonté de notre part de réagir, c'est ce qu'on a essayé de faire. Malheureusement, je crois que quand M. l'arbitre verra ces images, notamment ce penalty un partout, quand il me dit que je joue le penalty, je crois qu'à partir de là, quand il y a faute, il faut sanctionner. Là, à partir de là, on est dans une série noire. Pardon, donc c'est difficile. Nous, on voulait bien terminer l'année ici au Vélodrome par une victoire. Malheureusement, c'est par une défaite qu'on finit. Et Robert, vous allez tenir, vous allez rester à Marseille avec les copains, vous allez tenir jusqu'au mois de mai? Écoutez, ça je sais pas. En tout cas, moi j'ai dit que je voulais rester à partir du moment où il y avait des conditions. Et les conditions, bien sûr, c'est quelques renforts, tout simplement parce que tout le monde voit et tout le monde s'aperçoit qu'on en a besoin. Donc à partir de là, les vacances, il y a 15 jours de vacances. J'aurai le temps de bien analyser la situation et puis surtout de partir et puis de revenir sur de bonnes bases pour le début de l'année 2000. Robert, vous êtes le capitaine, vous allez parler au président, demander à l'entraîneur de discuter avant de partir quelques jours en repos? Non, je crois qu'ils le savent, parce que maintenant ils sont grands, ils savent ce qu'ils veulent, et à partir de là,
s'aperçoivent comme nous les joueurs, c'est qu'on a besoin, je dirais, de plus de maturité, de plus d'expérience. À l'heure actuelle, l'équipe est très très jeune, donc c'est pas facile, surtout quand on connaît une situation comme celle-ci. Donc maintenant, on laisse place aux dirigeants. Merci Robert. Voilà Hervé pour ses premières réactions dans une ambiance de grosse déception et ambiance tendue ici. Merci beaucoup à Robert d'être venu au micro. On sent bien, merci Philippe. On sent bien effectivement que l'ambiance est assez tendue du côté de Marseille. On reviendra du reste au cours de la soirée au Stade Vélodrome pour savoir comment évolue la situation, en particulier en ce qui concerne les abords du stade et le boulevard Michelet. On retrouvera tout à l'heure Vincent Alix pour nous dire ce qu'il se passe. Nous allons aller à Nantes maintenant. Nantes qui s'est trouvé un joker gagnant, c'est Alain Caveglia, le meilleur buteur français en exercice, a donc quitté Lyon pour les Canaries. Et le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est que ses débuts ont été réussis. Pour sa première sortie avec le FCNA, Cavegol a réussi une passe décisive et un but, le but de la victoire à la dernière minute. Victoire très importante sur le terrain de Lens, c'était mardi dernier. Ce soir, Caveglia allait découvrir la Beaujoire avec le maillot jaune et vert sur les épaules. C'était face à Bastia, les Bastiais qui eux viennent de battre Monaco. Jean-Charles Sabatier pour le résumé. Ce n'était qu'une coïncidence, Hervé, mais il y avait une ambiance de fête du côté de Nantes. Et pour cette rencontre, bien évidemment, tous les supporters de la Beaujoire avaient les yeux rivés sur Alain Caveglia, buteur providentiel, vous l'avez dit, en terre nordiste, et chargé de redynamiser un secteur offensif. Canaries, un petit peu morose ces derniers temps. D'entrer dans cette rencontre, le pressing est Bastier, avec ce ballon qui est récupéré, le service de Lachuer pour la récupération, la tentative, la frappe de Pierre-Yves André. Ça passe à quelques centimètres de la cage de Michael Landreau, mais d'entrée, les intentions sont clair en ce qui concerne les Corses. Il faut attendre 11 minutes pour voir la première occasion nantaise avec ce déboulé d'Hamada, la superbe sortie de Nicolas Pento, le gardien de Bastia aujourd'hui, puisqu'Éric Durand s'est blessé au genou hier à l'occasion du dernier entraînement. Et juste sur cette action, il y a eu un contact entre Pento et Laurent Casanova, le capitaine corse, qui reviendra fort à l'abnégation de Casanova, qui va revenir sur la pelouse. Dans la foulée, le corner nantais avec la récupération d'Hamada, la frappe, elle est contrée par Matingou. Derrière, il y a une nouvelle tentative, c'est la panique dans la défense bastiaise. Nouvelle sortie de Matingou, alors que Caveglia a cherché à récupérer ce ballon, et il va falloir clarifier la situation assez rapidement. Nantes qui progressivement dans ce match, eh bien, trouve ses marques face à une formation bastiaise qui a du mal dans la récupération au milieu de terrain, notamment. Nouvelle démonstration avec cette accélération Carrière qui peut donner pour Darocha, ballon du droit enveloppé. Nicolas Pento une nouvelle fois parfaitement sur la trajectoire de ce ballon. Nantes continue encore et toujours dans cette première période à dominer dans le jeu avec Caveglia côté droit. Il y a des espaces, il en profite, la frappe, et Pento une nouvelle fois superbe sur la trajectoire de ce ballon. C'est incontestablement le Bastier depuis le début de ce match, le Bastier numéro 1, Nicolas Pento. Toujours 0-0, c'est le score à la mi-temps. Et dès la reprise, Renan Denouex a la satisfaction de voir les Nantais poursuivre sur le même rythme avec Hamada qui est parti sur le côté droit. Oh, le bon centre en retrait pour Alain Caveglia qui n'aime pas suffisamment cette tentative de reprise qui ne pose aucun problème à Nicolas Pento. Nantes, toujours dans cette rencontre, dominateur, les Nantais, à l'image de Sibierski qui cette fois efface Laurent Casanova. Il va venir passer Morley Souma pour la frappe déviée des 2 points par Nicolas Pento. La défense bastiaise dans cette seconde période a de plus en plus de difficultés à contenir les attaques des Canaries. Frédéric Antonetti le sent et demande à ses joueurs plus d'agressivité dans le bon sens du terme pour la récupération du ballon. Mais ça ne fonctionne pas véritablement avec cette superbe déviation de Caveglia pour la frappe de Sibierski. Ça ne rentre pas, cette frappe du gauche qui est largement déviée. Ça passe vraiment à côté de la cage de Nicolas Pento. Nantes toujours en attaque. Nantes dominateur qui cherche à construire ce jeu. Veirua vient tout juste de rentrer à la place d'Alioune Touré. Nous jouons la 83e minute sur le ballon en retrait pour la frappe enveloppée de Frédéric Darocha. Cette fois-ci, ça passe. 3e but de la saison pour Frédéric Darocha, déjà buteur mardi sur la pelouse de Lens après tout juste 4 minutes de jeu. Cette fois-ci, il exploite parfaitement ce ballon, ce service de Veirua, le contrôle devant Laurent Casanova pour venir tromper Nicolas Pento. Imparable pour le gardien Bastier. Les Bastiers qui viennent de prendre un véritable coup sur la tête. Nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu. L'illumination de Yann Lachuer qui vient de servir Frédéric né pour l'égalisation. Coup de massue cette fois-ci au stade de la Beaujoire et sur la tête de tous les joueurs nantais, parce qu'il n'a fallu qu'un petit espace pour que les Bastiers en profitent. 7e but de la saison pour Frédéric né qui vient libérer absolument toute cette formation bastiaise vaillante
dominé, certes, mais qui aura cru jusqu'au bout en ses chances. Un partout, c'est le score final. Réaction et satisfaction de Frédéric Antonetti. Je pense qu'on n'a pas été assez dangereux, mais je pense que sur l'ensemble du match, quand on tient compte de notre première demi-heure, je pense que c'est mérité. Parce que, rappelez-vous que les 20 premières minutes, on a quelques opportunités intéressantes. La satisfaction des Bastiers qui dénote bien évidemment avec la déception nantaise. Reynald de Denwex. Elle arrive non seulement par rapport à Alain, mais par rapport à tout le reste du groupe, parce que là, pratiquement, on a constamment joué avec la Coupe d'Europe, ce qui fait qu'on a très peu travaillé au niveau de l'entraînement. Bon, on est sur des acquis, on peut dire, de début de saison. Alors, je crois qu'il va être important de se recaler par rapport à nous-mêmes, même si on n'avait pas eu de recrues. Et c'est vrai que par rapport à Alain, il a besoin de trouver des repères avec ses partenaires. Puis nous, certainement, un équilibre différent aussi par rapport à lui. Un partout donc entre Nantes et Bastia, des Nantais qui concèdent là leur premier match nul sur cette pelouse de la Beaujoire. Effectivement, les Nantais n'avaient jamais partagé les points à la Beaujoire. En revanche, ils ont été battus 5 fois sur leur pelouse, les Nantais. Et puis les Bastiais, c'est un bon résultat. Les Bastiais qui n'ont jamais gagné à l'extérieur. Vous l'avez vu, il avait beaucoup plu du côté de Nantes, de la pluie à l'ouest, mais aussi à l'est. Il faut croire qu'il y en avait même plus du côté de l'est, puisque 2 rencontres ont été reportées à Sedan. La décision a été prise assez tôt dans l'après-midi par l'arbitre, monsieur Le Dentu, en accord du reste avec les 2 entraîneurs. Alors, la pelouse du stade Émile Albo paraît en assez bon état sur les images que nous envoient Jean-Pierre Turotte et Thomas Guichard, mais en fait elle était complètement gorgée d'eau. Les Havrais ont donc pu repartir illico vers la Normandie-Chéry, où je ne suis pas sûr qu'ils aient trouvé d'ailleurs un temps meilleur. De la pluie également à Strasbourg, c'est logique, ce n'est pas très loin de Sedan. Là aussi la rencontre qui devait opposer Strasbourg à Troyes a dû être annulée, décision prise au dernier moment par l'arbitre monsieur Glochon. Là les joueurs étaient plutôt partants pour jouer, mais il s'est tout de même passé des choses du côté de la Méno. Claude Leroy, devenu entraîneur après avoir été le manager général du Racing, a longuement rencontré son président Patrick Proisy durant 45 minutes en fait. Alors on a longtemps cru que Claude Leroy allait annoncer son départ du club alsacien. En fait il a déclaré qu'il se donnait jusqu'au 28 décembre pour annoncer son choix de rester ou de partir. Vous découvrez ces images de Claude Leroy donc, qui sortait de sa réunion avec son président Patrick Proisy. On ne sait toujours pas ce qu'il adviendra donc du côté du Racing Club de Strasbourg. Alors à Nancy, il pleuvait également, mais on a joué. Nancy qui recevait une équipe de Saint-Etienne euphorique après sa victoire triomphale face à l'Olympique de Marseille. 5-1, dont 4 buts pour le seul Alex. Alex qui ressuscite avant l'heure la fameuse panthère noire qui ornait autrefois le logo des Verts et qui devrait revenir très prochainement. Elle est en train de rugir déjà avec Alex. Les Verts sont désormais tout près des places européennes. On sait qu'ils aiment jouer à l'extérieur et à l'extérieur, eh bien, ils y sont ce soir face à une équipe nancéenne qui est mal classée, qui s'est bien reprise en gagnant au Havre et qui ne va rien vouloir lâcher ce soir. David Berger. Et c'est justement face à Nancy au match aller que le phénomène Alex a éclaté au grand jour. Il était rentré, souvenez-vous, pour la dernière demi-heure. Il avait marqué le premier de ses 12 buts depuis ce match. Et bien Alex est devenu le titulaire indiscutable. Match qui s'est joué, vous l'avez dit, sous une pluie battante pendant 90 minutes. Saint-Etienne avec exactement la même équipe que contre l'OM, le même groupe, mais la première occasion pour les Nancéens avec cette frappe de Demetrius Ferreira, sans nul doute le meilleur Nancéen depuis le début de la saison. Première alerte donc pour Jérôme Alonso. Des Verts conquérants comme d'habitude à l'extérieur avec ici Gouel qui trouve Alex, le duo avec Revel et c'est au-dessus. Mais des Nancéens dont c'est le point fort la première demi-heure. Sachez que depuis 4 mois et demi, eh bien Nancy n'a plus encaissé le moindre but durant justement ces 30 premières minutes. Le centre pour Tony Cascarino qui passe un premier coup de tête. C'est l'un de ses points forts et pourtant il n'a marqué que 2 buts sur les 9 qu'il a marqué. 2 buts seulement de la tête pour Cascarino. Mais tout de même toujours là, fidèle au poste. Laszlo Bologna pas franchement rassuré de ce début de match parce que le ballon va d'un camp à l'autre. Des Stéphanois très vifs qui essayent de trouver l'ouverture dès le début du match avec Sablé qui tente sa chance. Beaucoup de maturité déjà chez ce jeune joueur qui découvre la première division et qui ici se risque à une nouvelle frappe. Beaucoup d'occasions de part et d'autre mais aucune cadrée. Alors peut-être sur coup de pied arrêté ce corner de Chiba et la reprise de Wadou. Première parade dans ce match d'un gardien. Elle est signée Jérôme Alonso qui n'a pas voulu prendre de risque pour regarder parce que le terrain est vraiment difficile. Peu praticable, mais en tout cas, eh bien, c'est toujours difficile pour les gardiens. Il a réussi à s'interposer. Pédron pour une longue ouverture, l'écluse qui se trouve. Et là, Patrick Revel qui a la possibilité d'ouvrir le score. La frappe et l'arrêt
de Bertrand Laquet et puis ensuite Alex qui n'a pas réussi à reprendre. C'est la meilleure occasion de cette première période, juste avant la pause. L'Écluse qui commet l'erreur et Revel qui avait vraiment la possibilité de marquer son premier but de la saison. C'est Laquet qui a réussi à s'interposer et Alex qui avait quasiment le but grand ouvert. Eh bien ça ne passe pas. 0-0 à la mi-temps, match très tactique où les deux défenses prennent le pas sur les attaques. Les Nancéens reviennent sur le terrain avec de bien meilleures intentions, toujours de longues frappes comme ici Biancalani qui a fait son entrée, qui revenait de suspension, il n'était pas du voyage au Havre et ici il tente une nouvelle fois sa chance. Match un petit peu stressant parce que les deux équipes se satisferaient parfaitement d'un match nul mais aussi tentent leur chance tour à tour. Robert Nouzeret, lui non plus, est un petit peu déçu. Il s'inquiète et il a de quoi parce qu'ici Olivier Rambaud va se présenter seul face à Alonso. La parade du gardien Stéphano. Olivier Rambaud qui retrouve son poste initial, celui d'attaquant, alors que depuis le début de la saison, il lui est en défense centrale. Et bien petit à petit, il retrouve toutes ses sensations. C'est à sa demande qu'il a pu opérer à l'attaque. En revoit Rambaud, cette fois dans le rôle du passeur pour Fabien Lefebvre qui va se présenter lui aussi seul devant Alonso. La sortie d'Alonso et Lefebvre qui rate le cadre. Ça pousse pour Nancy. Dominateur dans cette seconde période et Olivier Rambaud qui croit à l'exploit parce que cette équipe de Saint-Etienne est l'une des plus performantes en déplacement. Il faut toujours s'en méfier et c'est un match qui est encore très indécis. Des Verts qui ont du mal à se dégager avec ici Papsar, mauvaise relance directement dans les pieds de Ferreira qui cherche l'ouverture, c'est fait vers Olivier Rambaud, petite balle piquée et voilà Nancy qui ouvre le score grâce à Olivier Rambaud. On vous l'a dit, depuis 2 matchs, il est à l'attaque. Et bien là, c'est payant comme choix. Et Olivier Rambaud qui marque son premier but de la saison. Belle ouverture, tout un symbole. Ferreira, le meilleur nancéen. Rambaud, celui qui va peut-être réveiller l'attaque nancéenne. Et bien en tout cas, 20 minutes de la fin, Nancy mène 1-0. La réaction stéphanoise sur coup de pied arrêté. Ce coup franc tiré par Stéphane Pédron, mais qui n'inquiétera pas Bertrand Laquet. C'est terminé. Fin de série pour les Verts qui n'arrivent pas à remporter une 3e victoire consécutive. Un mot aussi sur Bruno Rodriguez qui visiblement, vraisemblablement, ne viendra pas à Saint-Etienne lors du Mercato. La joie des Nancéens qui remportent leur première victoire à domicile depuis 2 mois et demi. Et je vous propose d'écouter le héros de la soirée, Olivier Rambaud, au micro de Philippe Tis. Bah ouais, c'est sûr que je préfère jouer devant, mais comme en début de saison on avait une discussion avec Laszlo, on avait décidé que je jouais derrière. Bon, ces derniers temps ça n'a pas marché derrière. Bah, il y a des suspendus, il y a des blessés devant. Bah, il a su me faire confiance déjà au Havre. Bon, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de marquer, je ne l'ai pas mise ce soir. J'ai 3 occasions, j'en mets une. C'est sûr que la joie du buteur qui revient, ça fait vraiment plaisir. Et le film à la mode lors des fêtes de Noël à Nancy, ce sera Rambaud 7 qui permet à Nancy de rester hors de la zone des relégables. Et bravo à Nancy et bravo à Rambaud qui est certainement le joueur le plus polyvalent du championnat de France, tour à tour libéraux ou attaquants. Je garde un œil sur les images de Marseille que nous envoie Thierry Burgalière et Vincent Alix. Je vois qu'il se passe encore pas mal de choses derrière vous. Vous êtes sur l'esplanade entre le boulevard Michelet et la tribune principale du stade Vélodrome. Oui, c'est ça, Hervé. Nous sommes en fait tout près du parking des joueurs. Les joueurs de l'OM sont sur ce parking et ils entourent Serge Marchetti, le responsable de la sécurité à l'Olympique de Marseille, avec eux également des responsables des clubs, des supporters de l'OM. Et ensemble, ils essaient de trouver la meilleure solution pour pouvoir quitter le stade dans les meilleures conditions. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, loin sur le boulevard Michelet, il y a les supporters très en colère. Et entre les supporters et le parking des joueurs, il y a les CRS. Et d'ailleurs, Philippe Bruet a pris un petit peu de hauteur. Il est sur le toit du car de diffusion et Philippe, vous allez certainement avoir une vue d'ensemble meilleure qu'ici sur le parking. Oui, où ça bouge un petit peu effectivement quand on observe évidemment les parkings concernés par les joueurs. Vous voyez derrière nous des CRS sur l'esplanade principale de la sortie du stade de Vélodrome où le calme règne maintenant. Les spectateurs ont discuté pendant un quart d'heure, 20 minutes et maintenant ils sont en train de changer un petit peu de côté, mais on vous rappellera peut-être tout à l'heure, Vincent et Hervé, ça bouge essentiellement là où il y a une petite allée et où les joueurs de l'Olympique de Marseille vont devoir passer avec leur voiture. Il y a beaucoup de CRS et 200 à 300 spectateurs de l'Olympique de Marseille qui sont toujours dans les parkings et dans les allées qui concernent le parking justement des joueurs de l'OM. Merci messieurs, c'est vrai que les joueurs marseillais ne sont pas prêts encore de quitter le stade. On reviendra tous, bien entendu vous voir. Nous restons en alerte sur ce qui se passe du côté de Marseille. On continue de dérouler un petit peu ce qui s'est passé ce soir dans cette dernière journée avant la trêve. Et avant de parler des leaders, eh bien, un mot sur le champion de France Bordeaux qui a obtenu une victoire importante hier sur le Stade Rennais. 1-0, un but signé Sylvain Wiltord en début de seconde période sur une passe de Grenet, contrôle de Wiltord et lob
lob sur Christophe Revaux. 10e but du meilleur buteur de la saison dernière, Sylvain Wiltord. Regardez sur le ralenti, il ne lève pas la tête, mais il a senti la position avancée de Revaux. Très joli but qui permet aux Girondins de revenir à la 5e place. Hier également, la JOCR s'est imposée face au 2e du classement, le Paris Saint-Germain. Alors on peut retenir plusieurs images de cette soirée. Par exemple, celle de Bernard Lama qui offre son maillot aux supporters du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est pour la dernière fois? On ne sait pas. Lama n'a pas dévoilé ses plans pour la rentrée. Autre image forte, c'est bien sûr Gérald Baticle, accroché au grillage. Baticle, le revenant, il était passé du brassard au placard, une mise hors du groupe professionnel. Quelques petites apparitions pour quelques secondes. Et puis hier, Baticle est rentré à 15 minutes de la fin. C'est une éternité pour lui et c'est lui qui inscrit le seul but du match à 6 minutes de la fin sur ce centre de Taïgno. Une belle histoire pour Baticle et une belle émotion hier au micro de Vincent Alix. Beaucoup de joie parce que j'ai beaucoup souffert. J'étais puni comme un gamin, j'ai eu des longs séjours de l'autre côté sans voir les... Intégrer les pros à l'entraînement, j'ai réintégré le groupe, ça fait 2 matchs. Habituellement, je rentre 30 secondes, j'ai même pas le temps de mouiller le maillot. Ce coup-ci, j'ai eu un petit peu plus de temps et j'ai réussi à le mettre à profit. Je suis vraiment heureux d'apporter la victoire à mon équipe. J'ai envie de jouer. J'ai re-signé à Auxerre, je connaissais la maison. Si je peux jouer à Auxerre, c'est formidable. Maintenant, il y a vraiment de bons joueurs, il y a des jeunes qui sont en train d'exploser, il y a vraiment de bons jeunes. Si on n'a plus besoin de moi ici, on a besoin de moi ailleurs. Maintenant, on m'a mis quelques bâtons. J'espère qu'ils vont s'enlever, que je vais pouvoir continuer d'exercer ma passion et de prendre beaucoup de joie et de remarquer des beaux buts. C'est sûr qu'il peut rendre encore des services à un club de l'élite, Gérald Baticle, qui combine des qualités sportives et des qualités morales. En tout cas, cette défaite du PSG fera peut-être l'affaire des autres équipes de tête, par exemple de Lyon, qui a l'occasion de reprendre la 2e place. Après un gros coup de pompe, les Lyonnais se sont bien remis en gagnant à Rennes. Ils vont devoir confirmer ce retour en forme à Gerland. Mais ils craignaient beaucoup, les Lyonnais, ces retrouvailles avec un public qui ne les avait pas épargnés lors de leur dernière sortie à domicile. L'OL recevait Metz, une équipe messine qui, elle, commence un petit peu à s'inquiéter. Philippe Doucet. Marge, Hervé, elle n'est pas très importante pour les Messins par rapport aux équipes mal classées. Lyon commence plutôt bien avec Carteron qui multiplie les montées sur le côté droit. Là, sa frappe a failli se transformer en passe victorieuse, mais Pierre marque individuellement Anderson ce soir, car Anderson est évidemment le danger connu de cette équipe lyonnaise. Les sorties de Letizy, et bien la première, elle est complètement manquée. Pas très bon pour reprendre confiance pour le gardien messin après ce match difficile contre le PSG. Carteron a failli en profiter, mais Bastien a sauvé. Lacombe a cru à cette ouverture du score qui aurait fait beaucoup de bien à cette équipe lyonnaise qui peine quand même malgré ici une contre-attaque d'Horacio Anderson, frappe du gauche trop enlevée du meilleur buteur du championnat. Mais malgré tout, petit à petit, Metz rentre dans la partie et équilibre plus largement les débats. Bon, néanmoins, Metz n'a pas beaucoup d'occasions. Les occasions, elles sont quand même côté lyonnais, mais je vous le dis, à la limite, ce résumé est presque trompeur dans cette première période. Plus on avance et moins les Lyonnais sont à leur avantage, et plus Letizy en plus intervient sur les sorties aériennes, car les Lyonnais multiplient même exagérément les longs centres et les ballons aériens. Enfin, une variante avec Carteron qui ici réalise une bonne frappe. Elle n'est pas très loin du cadre de Letizy qui tout de même avait jugé juste. Muller demande à ses joueurs de presser, de remonter surtout un petit peu dans le terrain. C'était le cas tout de même en première période, plus en tout cas qu'en début de seconde période, où tout de suite Lyon se met à dominer plus franchement, avec plus d'engagement offensif, comme ici Vérel, comme ici Anderson. Superbe intervention de Lionel Letizy qui empêche Anderson de marquer son 14e but de la saison, avec cette tête pourtant puissante. Lyon en fait domine beaucoup plus clairement ce début de seconde période. Malbranck et Dorasso notamment sont montés d'un cran. On retrouve bien sûr Anderson, on retrouve Vérel, sortie de justesse par Letizy, ce tir, reprise à nouveau de Vérel et cette fois-ci c'est Malbranck qui réussit à marquer. Une semaine après son premier but professionnel, Malbranck réussit le doublé avec cette préparation d'Anderson, cette volée de Vérel un peu manquée. Et la reprise de Malbranck qui elle-même est à moitié manquée, car on va voir ici que c'est pratiquement de l'épaule que Malbranck a inscrit le premier but lyonnais dès l'entame de la seconde période. Dès lors, Lyon domine maintenant. Franchement, la confiance est revenue, comme ici avec Dorasso. Reprise de Delmotte, arrêt de Letizy, Delmotte à nouveau. Finalement, une frappe de Violo. La défense vraiment
Messine qui souffre terriblement. Peu d'occasions pour les Messins, quelques coups de pied arrêtés avec bien souvent Mérieux. Reprise de Castendeutsch et cette fois-ci c'est Coupet qui réalise un superbe arrêt sur la reprise du capitaine messin. Une demi-volée tendue que le gardien lyonnais sort de façon spectaculaire. Mais néanmoins, toutes les occasions pratiquement sont lyonnaises. Une domination qui s'appuie sur le côté droit avec Malbranck, avec Vérel. Auparavant, on l'a vu. Et puis Dorasso qui va défier son ancien coéquipier de l'équipe Espoir. Ça passe au ras du poteau pour Vikash Dorasso, beaucoup plus à l'aise dans la seconde période, celle où Lyon a beaucoup plus d'espace qu'en première période. On retrouve donc Vikash Dorasso, Tony Vérel qui lui aussi fait la différence individuellement. Nouvel arrêt de Letizy, très bon ce soir malgré sa première sortie aérienne, on l'a vu tout à l'heure manquer. Joël Muller et toute l'équipe Messine se résignent petit à petit car vraiment Lyon est surpuissant dans cette seconde période. Les Messins ont du mal à tenir le rythme, notamment le rythme de course de Christophe Delmotte qui traverse tout le terrain pour offrir un but tout fait à Sonny Anderson. C'est son 14e de la saison. Le Brésilien remercie immédiatement Christophe Delmotte. Il nous disait tout à l'heure que 100% de ce but était attribué à Delmotte. C'est le moins qu'on puisse dire effectivement. Anderson qui nous disait aussi que c'était la première fois dans sa carrière qu'il était en tête des buteurs à la mi-saison, avec un chiffre tout à fait respectable de 14 buts. Les Messins, eux, ont plus de difficultés offensives. On sait néanmoins un petit cadeau de Noël tout de même de Serge Blanc juste avant la fin de la partie. Offert cette occasion à Gestrovic qui échoue. Lyon bat donc l'équipe Messine 2-0. Succès indiscutable en seconde période. Bilan de Castendeutsch sur ses premiers mois de compétition. On va oublier cette fin d'année. On va essayer de récupérer et puis de bien repartir, tous soudés, tous unis, parce que bon, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à refaire des victoires et à remonter un petit peu au classement, parce que je crois que sincèrement on n'est pas à notre place, mais bon, pour l'instant on manque de points, on a fait trop de matchs nuls et donc on va essayer de transformer un petit peu ces matchs nuls à mesure du possible en victoire. On est deuxième à la trêve, c'est quand même pas trop mal. Au début de saison c'était pas parti comme on l'aurait voulu et on a su revenir dans la saison. On a eu encore un petit coup de blues, je dirais, avec ce match contre Brême, et on a montré qu'on savait relever la tête en gagnant 2 fois de suite. Et je peux vous dire, dans le vestiaire lyonnais, on ne pensait qu'à ça. C'est 2 victoires acquises après Brême. C'est ça le plus important pour le mental lyonnais. Ça va mieux pour Lyon, effectivement, qui repasse au classement. Le Paris Saint-Germain est 14e but donc pour Sonny Anderson, seul en tête du classement en débuteur. Avant d'aller à Monaco, un rapide détour par Marseille. Vincent Alix, vous êtes avec Sébastien Pérez. Oui, Sébastien Pérez qui s'apprête à regagner sa voiture. Sébastien, est-ce que vous craignez ce soir vivre ce que vous avez vécu lundi à la commanderie avec les supporters ? Non, je sais pas, on va voir. Disons que le service de sécurité a prévu tous les cas de circonstances en tant que victoire qu'en tant que défaite. Donc on va voir, mais bon, en ce moment je ne me pose pas la question. C'est surtout la déception ce soir d'avoir perdu encore une fois à la maison. C'est surtout ça que j'ai en tête ce soir. Est-ce que vous pensez que la trêve peut tout effacer pour recommencer à zéro ? Je sais pas, je l'espère. Disons que la coupure va nous faire extrêmement du bien. On va pouvoir un peu se reposer physiquement et surtout psychologiquement parce qu'on en a besoin avec tout ce qui s'est passé. Et on va essayer de repartir le plus fort possible et essayer d'aller de l'avant malgré la situation qui n'est pas bonne. Merci d'être avec nous, Sébastien. Merci. Merci beaucoup, Vincent, Alix et Sébastien Pérez. Dernier match de cette 20e journée. Monaco qui va pouvoir accroître son avance sur le Paris Saint-Germain et la maintenir sur l'Olympique Lyonnais. L'occasion est belle puisque les Monégasques reçoivent la Lanterne Rouge Montpellier au Stade Louis II. Le résumé de Christophe Josse. Effectivement, l'occasion est belle pour les Monégasques de partir en vacances, l'esprit tranquille, de partir en leader serein. Mais surtout ne pas partir en vacances trop tôt, c'est un petit peu le mot d'ordre du côté des joueurs de la Principauté. Il faut rester vigilant, il faut rester concentré. Et regardez, première occasion de ce match, après un contrôle hésitant du gardien Tony Silva, dans des conditions difficiles, mis en danger par sa défense, mis en danger par un terrain qui n'est pas très praticable. Et Monaco s'est mis en danger tout seul. À Monaco de réagir. Maintenant avec Contreras que l'on voit beaucoup en début de rencontre, mais il y a beaucoup trop d'hésitation, beaucoup trop d'imprécision dans le jeu monégasque. Vous avez vu ce ballon perdu très haut là-bas sur le terrain et qui profite finalement à Maoulida encore. Maoulida est à 2 doigts de jouer un duel face à Tony Silva, mais regardez,
malheureusement pour Maoulida, il veut se mettre sur son pied droit, n'utilise pas son pied gauche. C'est le malheur de l'attaquant dans ce contre Montpellier. Montpellier a peut-être laissé passer sa chance. Allez, Gallardo qui accélère côté monégasque pour donner le change, pour donner la première réaction monégasque peut-être dans ce match. Le premier centre en tout cas. Pour l'instant, Rudy Rioux, le jeune gardien Montpellier, n'a pas été inquiété. Il l'est sur cette frappe de Contreras. Je vous le disais, le Chilien qu'on a beaucoup vu, le latéral gauche dans cette rencontre. Lui, le droitier qui joue sur le côté latéral gauche et qui s'est remis sur son pied droit pour adresser cette belle frappe bien sortie par Rudy Rioux. Alors, ça replace Monaco dans le bon sens. Surtout, Monaco reste en place très haut sur le terrain pour récupérer justement ces ballons très haut, à l'image de celui-ci, exploité par Ludovic Giuli et sauvé sur sa ligne quasiment par Fugier. Ça redonne un petit peu d'espoir à Claude Puel qui n'a pas aimé l'entame dans ce match de son équipe. Et encore Contreras pour aller semer un petit peu le danger tout proche de la surface de réparation adverse. Et sur ce tacle, Franck Sylvestre écope d'un carton jaune. C'est le premier carton adressé dans cette rencontre après un peu plus d'une demi-heure de jeu par monsieur Bertrand Layek. Parce que Sylvestre battu a retenu par le maillot Contreras. C'est donc un bon coup franc à jouer pour les Monégasques. Rioux demande de la vigilance, de l'âpreté dans le marquage. Seulement voilà, il y a du mouvement devant les buts de Rudy Rioux. Et il y a une tentative de reprise acrobatique, de bicyclette de Gallardo et surtout l'efficacité toujours de Marco Simone, toujours bien placé. Marco Simone qui, après cette tentative de Gallardo, lui place son pied à bon escient et trompe Rioux. 33 minutes de jeu, le 13e but pour le meilleur buteur monégasque de la saison. 13e but pour Marco Simone. Évidemment, ça déclenche la joie des supporters monégasques, pas vraiment celle de Michel Mézy qui se dit que Montpellier est certainement passé à côté de quelque chose dans cette entame de match parce que Montpellier aurait dû normalement prendre l'avantage. Mais rien n'est perdu. Deuxième période et les Montpelliérains appuient un peu plus encore sur la défense monégasque qui parfois semble perturbée, semble prise par ce pressing montpelliérain, un pressing parfois désordonné, alors qui donne lieu à des reprises manquées comme celle-ci de Cédric Barbosa. Nouveau coup de franc essentiellement sur les coups de pied arrêtés. Monaco se montre dangereux. Celui-ci, Gallardo choisit de le frapper directement en direction des buts de Rudy Rioux. Un Rudy Rioux qui a été impeccable. Mais devant lui, dans sa défense, les espaces se font un petit peu plus grands parce que les Montpelliérains prennent des risques en cette fin de match. Dado Perchaud en profite, qui s'échappe. Et encore une fois, la bonne lecture du jeu de Rioux. Barthez apprécie très certainement, un peu moins Claude Puel, qui aimerait que son équipe se mette définitivement à l'abri parce que son équipe parfois souffre, comme ici, sur cette nouvelle tentative de Cédric Barbosa. Il a semé souvent la pagaille dans l'arrière-garde monégasque en cette fin de match. C'était une nouvelle tentative de Cédric Barbosa qui, Michel Mézy, a demandé d'aller provoquer cette défense monégasque. Il l'a fait, mais il est tombé sur un Tony Silva bien placé. C'était la dernière occasion monégasque. Un succès pour les monégasques, un succès qui permet d'assurer cette place de leader aux joueurs de la principauté. Évidemment, un sentiment de déception chez Franck Sylvestre. Et c'est un tout autre sentiment qui anime ce soir le capitaine de Monaco, Sabri Lamouchi. On est déçus, c'est sûr qu'on peut être que déçus parce qu'ils ont une occasion, encore une occasion, il y a un coup franc, il faut dire attention et on prend encore ce but alors que nous, on a deux occasions et puis on les met pas dedans. Je crois que c'est ça qui fait la différence. Sinon dans le combat, on a été présent. Et à l'arrivée, on repart encore avec 0 points et il va falloir se battre jusqu'au bout. Il y a encore des raisons d'espérer? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On va espérer jusqu'au bout. C'est vrai que ça va être difficile, mais on va passer de bonnes vacances, pas de bonnes vacances. On va essayer de passer de bonnes vacances pour être d'aplomb à la rentrée. La victoire est peut-être pas méritée, mais elle est certainement pas volée. On a eu quand même quelques occasions. C'est vrai que Maoulida, en début de partie, a une occasion franche. Il part seul au but. S'il marque, ça change peut-être la physionomie du match. On a eu la chance de prendre l'avantage, de le conserver, de prendre les 3 points. Donc on conserve cet avantage au classement. Je crois que Lyon a gagné. Donc on est toujours à 5 points d'avance. Maintenant, il va falloir récupérer physiquement. Penser à autre chose, faire autre chose, se libérer psychologiquement et revenir avec autant de détermination pour faire une deuxième partie aussi bonne que la première. Voilà, 5 points d'avance donc pour Monaco à la trêve après cette nouvelle victoire des Monégasques. Je vous rappelle que l'Olympique de Marseille a été battu à domicile ce soir par le Racing Club de Lens, 2-1. La situation est très tendue du côté du stade Vélodrome où nous allons retrouver Philippe Bruet en compagnie de Yves Marchand, le président de l'OM. Président, quel est votre sentiment en quelques instants? Vous avez parlé à vos joueurs. Quelle est votre réaction? Ma réaction, la première, qu'elle est très négative dans le sens que on commence le match très bien, 1-0, puis ensuite la pression fait que l'équipe se désunit et on prend deux buts bêtes.
Et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? On a vu votre capitaine qui dit j'espère qu'il y aura des renforts pendant la trêve. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Comment allez-vous travailler? Je crois qu'il n'y a pas le choix. Actuellement, on a une équipe qu'il faut renouveler. Il faut entre 4 et 6 joueurs. On est en train de travailler avec un groupe là, pour effectivement développer une équipe de grands travailleurs. Mais ça peut venir avec les étrennes pour les supporters, là, dans 15 jours? Ah, ça va venir assez vite, oui, bien sûr, parce qu'en fait, il faut que les joueurs soient là pour la reprise au 27. Merci, bon courage, bon travail, merci d'être resté avec nous. Hervé, une dernière image depuis le stade Vélodrome. On va vous montrer, tous les joueurs ne sont pas encore partis, mais pour l'instant, le calme est complètement revenu. On ne peut que souhaiter, en vous souhaitant de bonnes fêtes, que tout cela dure encore que quelques minutes et tout le monde va quitter donc le stade pour travailler. Merci, Président. Merci Philippe Brouet, merci à Vincent Alix et à Thierry Burgalière. Je crois qu'on a été complet sur ce qui s'est passé ce soir à Marseille. Jean-Jacques Amsalem va nous rappeler donc les résultats de cette 20e journée du championnat de France avec donc cette victoire de Lens à Marseille. Peu de buts ce soir, peu de buts. Il faut dire que les conditions de jeu étaient très délicates. Au classement, un classement qu'il est difficile d'analyser parce que beaucoup d'équipes ont des matchs en retard. Donc Lyon est à 5 points de Monaco. Le Paris Saint-Germain à 6 points. Auxerre est européen à la trêve. En bas de tableau, il y a 4 équipes à 23 points. Strasbourg a disputé une rencontre de moins, ce qui est également le cas du Havre. Ça reste très serré. Seul Montpellier paraît pour l'instant décroché. La prochaine journée, ce sera donc en 2000. Mardi 11 janvier 2000 sur Canal+, le Metz-Bordeaux à 18h45 sur Numérique et à 20h45 Paris Saint-Germain-Lyon. Ce sera une belle affiche entre le 3e et le 2e. On se retrouvera le mercredi pour un jour de foot. Demain, comme toujours, Thierry Gilardi vous donne rendez-vous à partir de 20h40 pour l'équipe du dimanche. Il y aura entre autres un Fiorentina-Juventus. Ce dernier jour de foot des années 90 se termine. L'occasion pour moi de remercier tous les réalisateurs, tous les techniciens qui se démènent chaque semaine sur tous les stades de France pour vous faire vivre à chaud ce championnat de France. Équipe technique placée sous la direction du sémillant quinquagénaire Nono Bertoni. Merci aussi à Thierry Daillon, à Nathalie Vidal, à Eric Simon, Jean-Jacques Amsalem, Jérôme Revron, François-Charles Bidot et à tous les autres que je ne peux pas citer. Ça fait du monde, mais c'est pas tous les jours qu'on aborde l'an 2000. On se retrouve donc le mercredi 12 janvier 2000 pour le premier jour de foot de l'année. Salut à tous. L'actualité du football avec SFR Foot.